Bonjour tout le monde et bienvenue à cette 14e capsule de votre cours d'algorithmique et programmation structurée. Aujourd'hui, on commence un nouveau chapitre, le chapitre 4 sur les sous-programmes. Donc, commençons déjà par voir qu'est-ce qu'un sous-programme. Donc, un sous-programme, c'est comme un petit programme qui est appelé par un autre programme à l'intérieur de celui-ci pour effectuer une tâche généralement répétitive. Donc, on en a utilisé des sous-programmes depuis le début. En fait, quand on a fait, par exemple, les fonctions mathématiques, on appelait la fonction, disons, racine carrée pour faire la racine carrée d'un nombre. On n'avait pas besoin, à chaque fois qu'on avait besoin d'une racine carrée, de recoder un algorithme de racine carrée. On faisait juste appeler un sous-programme qui était déjà codé une fois et qu'on pouvait réutiliser autant de fois qu'on avait besoin. Donc, c'est un peu comme un sous-contractant qu'on appelle pour faire une tâche à notre place pour éviter de toujours la prendre en charge nous-mêmes. Donc, on définit une fois, puis après ça, à chaque fois qu'on en a besoin, on le rappelle, puis il va refaire la même tâche, possiblement avec des intrants différents d'une fois à l'autre. Donc, si quelque part dans votre programme, vous recopiez et recollez le même bout de code à plusieurs endroits différents, souvent le réflexe qu'on doit développer, c'est au lieu d'écrire 36 fois la même chose ou presque la même chose, tu devrais faire un sous-programme. C'est une phrase pleine de sagesse que je vous conseille de retenir. Il devrait y avoir le moins souvent possible de code répétitif copier-coller. Évidemment, si quelque chose doit être fait plusieurs fois d'affilée, de la même façon, c'est normalement une boucle qu'on utilise, puis on recommence le même bout de code. Mais des fois, un même bout de code va être utilisé à différents endroits du programme qui ne sont pas consécutifs. Puis là, à ce moment-là, ben, c'est un sous-programme que ça nous prend. Le principe du sous-programme, ben, vous vous en rappelez, comme vous l'avez utilisé dans les fonctions mathématiques, c'est que ça prend des intrants et ça nous retourne un extrant. Donc, le sous-programme, c'est comme un petit programme en soi qui a donc ses propres intrants, des données qui lui sont fournies pour qu'il puisse faire son travail, et un extrant qui va être qu'est-ce qui va nous retourner comme résultat. Un sous-programme peut avoir autant d'intrants qu'il en a besoin. Ça peut être aucun, ça peut être un, ça peut être deux, trois, quatre, autant qu'il en a besoin. On va appeler ça les paramètres. Les paramètres du sous-programme, c'est les intrants, les données dont il a besoin pour faire sa job. C'est possible qu'il n'en ait pas besoin, qu'il fasse toujours la même chose de la même façon. C'est possible qu'il ait juste besoin d'une donnée, par exemple la racine carrée, mais évidemment, si on appelle la fonction racine carrée, il faut bien lui donner un nombre sur lequel faire la racine carrée. Donc, c'est un intrant qui va être nécessaire. La fonction power qui fait l'exposant a besoin de deux intrants, une base puis un exposant. Donc, dépendamment de ce que le sous-programme va avoir à faire, il va avoir un nombre d'intrants qui pourra être différent d'une fois à l'autre. Le sous-programme va nous retourner un extrant ou peut-être des fois zéro extrant. Donc, le nombre d'extrants va être soit 0 ou 1. On va voir plus tard dans le chapitre comment faire en sorte qu'un sous-programme ait plus qu'un extrant. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur les sous-programmes de base qui ont un extrant ou qui n'en ont pas. C'est possible qu'un sous-programme n'ait pas d'extrant, qu'il n'ait pas de résultat à nous renvoyer. Il va simplement faire ses fonctions, puis il va s'arrêter là. Par exemple, un sous-programme qui sert à afficher un menu à l'usager. À chaque fois qu'on l'appelle, il réaffiche le menu. C'est tout. Il n'y a pas de résultat à nous donner. Le menu est affiché à l'écran. Fait qu'on va dire que ce sous-programme-là n'a pas d'extrant parce qu'il ne nous retourne pas un résultat. Il va évidemment afficher quelque chose à l'écran. Ou sinon, il va faire autre chose, un sous-programme qui, par exemple, gère des fichiers, efface des fichiers, nettoie des logs, puis après ça, on est prêt à commencer. Possiblement, ne nous retournera rien. Mais il va quand même avoir évidemment fait quelque chose. Donc, chaque sous-programme va avoir 0, 1 ou plusieurs intrants et 0 ou 1 extrant pour l'instant, qui sera la valeur de retour. Les intrants seront nommés les arguments ou les paramètres. On entend souvent les termes fonction ou procédure. D'ailleurs, j'ai utilisé le mot fonction tout à l'heure en parlant des fonctions mathématiques. C'est quoi la différence entre sous-programme, fonction, procédure? Un sous-programme, c'est le terme général qui veut dire un petit programme qui est utilisé par un autre. Donc, c'est une grande catégorie qui se sépare en deux sous-catégories. Les fonctions, c'est des sous-programmes qui nous retournent quelque chose, qui ont un extrant, donc comme la fonction racine carrée ou la fonction power. C'est des fonctions parce qu'ils nous retournent un résultat qu'on va garder puis qu'on va placer dans une variable. Et une procédure, c'est un sous-programme qui n'a pas d'extrait. Donc, quand je vous parlais du sous-programme d'afficher un menu à l'écran,
ça ne nous retourne rien. Ça serait en réalité une procédure. Donc ça, c'est simplement la terminologie qu'il faut connaître pour être sûr qu'on se comprend. Un sous-programme, comment on fait pour utiliser ça concrètement? Parce que, bon, on en a utilisé, mais comment on fait pour créer nos propres sous-programmes puis s'en servir? Bien, il va y avoir 3 composants importants. D'abord, le prototype, ensuite l'appel et finalement la définition. Le prototype, c'est la déclaration du sous-programme. On doit déclarer un sous-programme avant de pouvoir s'en servir, de la même façon qu'on doit déclarer une variable avant de pouvoir s'en servir. Donc, c'est un peu similaire. Évidemment, la déclaration du sous-programme est un peu plus complexe que la déclaration d'une variable, mais c'est le même principe, on la déclare d'abord. L'appel, c'est l'endroit où on utilise le sous-programme. Donc, lorsque on veut utiliser le sous-programme et qu'il soit appelé à ce moment-là et qu'il entre en fonction, bien, c'est l'endroit où on l'appelle. Et la définition, c'est le code lui-même du sous-programme. C'est ses instructions à lui. Donc, il va falloir, en quelque part, c'est bien beau de dire, OK, la fonction exposant existe, puis à cet endroit-ci, je l'appelle pour qu'elle me fasse un calcul, mais il va bien falloir, à un moment donné, la définir, la fonction exposant, pour pouvoir dire, c'est comme ça que l'exposant se calcule, voici ce que tu dois faire. Donc, c'est les 3 parties de base. Le prototype sert juste à déclarer le sous-programme. La définition sert à définir le code au complet, donc à implémenter ces fonctionnalités. Puis l'appel, c'est un endroit où on va appeler le sous-programme et là, lui, il va s'exécuter à ce moment-là pour nous retourner son résultat ou faire ce qu'il a à faire. Donc, on va voir un peu comment ça fonctionne. Le prototype, c'est une déclaration, donc je vais vous montrer ici dans le code. Supposons que je veux faire une simple petite fonction qui fait le carré d'un nombre et qui me retourne ce carré-là. Donc, on sait que le carré, c'est le nombre multiplié par lui-même. Donc, je veux faire une fonction pour faire ça. Comment je vais faire le prototype? Bien, le prototype va être composé de plusieurs parties. La première chose qu'on va mettre, c'est la valeur de retour de la fonction. Donc, la fonction nous retourne quoi? Elle nous retourne, ça dépend de comment on décide de voir la chose, mais supposons que je décide qu'elle ne retournera que des entiers. Ensuite, on a le nom de la fonction. Donc, mettons, je vais l'appeler carré. Et la fonction, son nom est nécessairement suivi de parenthèses. C'est absolument indispensable. Entre les parenthèses, on va mettre les paramètres de la fonction. S'il n'y a pas de paramètres, il va y avoir quand même des parenthèses qui vont être vides, comme par exemple en ce moment. C'est ça qui indique au compilateur que c'est une fonction. Sinon, il va juste croire que c'est une variable, puis il ne verra pas là un prototype de fonction. Entre les parenthèses, on peut laisser ça vide si c'est approprié. Dans notre cas, ça ne l'est pas. Si on demande de faire le carré d'un nombre, bien, il faut bien lui fournir le nombre sur lequel on veut faire le carré. Donc, on va mettre un paramètre. Un paramètre, on le déclare comme on déclarerait une variable. Il va y avoir un type, puis il va y avoir un nom. Donc, on va dire ici, la fonction s'appelle carré. Elle reçoit un nombre qui est un entier en paramètre et elle nous retourne un entier comme résultat. On aurait pu utiliser des floats ou des doubles. Ça dépend de la vision qu'on a de la chose. Ça dépend de ce qu'on veut faire, évidemment. Et après, on n'oublie pas le point-virgule, très important, après la déclaration d'un prototype. Les déclarations de prototype vont toutes avant le main, comme ça, et on va mettre après le main les définitions, le code lui-même. À l'intérieur du main, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va tout simplement appeler notre fonction. Donc, on va appeler notre fonction ici en disant, mettons, le résultat est égal au carré. J'appelle la fonction carré. Et là, je lui passe un nombre entier qu'elle s'attend à recevoir. Par exemple, 4. Puis après ça, je vais, disons, écrire le résultat comme ça. Donc, le prototype, c'est juste une déclaration. On fait juste dire la fonction carré existe et elle fonctionne comme ça. Elle accepte un nombre entier en paramètre et elle retourne un nombre entier comme valeur de résultat. On peut faire d'autres exemples. Par exemple, supposons que je décide de faire une fonction puissance qui va être un peu comme l'exposant, comme le pow. Mettons que je ne sais pas que le pow existe ou je n'y ai pas accès pour une raison quelconque. Je veux coder ma propre version de ça. Je vais faire ça, je vais l'appeler puissance et je vais dire
cette fonction-là va me retourner un float. Je veux que ça puisse fonctionner avec des nombres décimaux. Et qu'est-ce qu'elle va avoir besoin? Bien, elle va avoir besoin de deux paramètres. Un nombre à mettre un certain exposant, puis l'exposant lui-même. Donc, je vais dire la base. Et l'exposant, lui, va être un entier. Sinon, ça ne fait pas vraiment de sens, un exposant décimal. Et on n'oublie pas le point-virgule. Donc, vous voyez, j'ai un autre prototype ici. Donc, la fonction puissance existe à partir de maintenant, puisque je la déclare. Elle prend deux paramètres, un float et un int, et elle nous retourne comme résultat un float. Les paramètres sont importants et leur ordre est important. Donc, je déclare ici cette fonction-là, lorsqu'on l'appelle, on va lui passer d'abord la base, ensuite l'exposant. La base va être un float, l'exposant va être un int. Quand on va l'appeler, il va falloir se souvenir de ça et respecter ça. On ne peut pas modifier l'ordre des paramètres qui s'attendent à recevoir. On peut faire quelque chose d'encore plus simple. Qu'est-ce qui arrive, mettons, avec une procédure qui fait juste afficher un menu? Je lui demande affiche le menu. Elle l'affiche, c'est fini. Elle n'a pas besoin de paramètres, elle affiche toujours le même menu. Elle n'a pas de résultat. Une fois qu'il est affiché, elle n'a rien à nous retourner. Donc, comment on va faire ça? C'est une procédure, puisque ça ne nous retourne rien. Puis en plus, c'est une procédure qui n'a pas de paramètres. Ce n'est pas toujours le cas. Il peut y avoir des procédures avec des paramètres. Celle-là, on n'aura pas. Qu'est-ce qu'on va faire? On va être quand même obligé de lui donner un type de retour. Et le type qu'on va utiliser, ça va être void. Void, ça sert à dire cette procédure ne retourne rien. Mais on est quand même obligé d'indiquer qu'elle ne retourne rien. On ne peut pas juste ne rien mettre. Il faut écrire void. Et là, on va l'appeler, mettons, afficher menu. On doit mettre les parenthèses pour indiquer que c'est une fonction, mais on ne mettra rien dedans et on va mettre le point-virgule. Donc, cette procédure-là n'a pas d'intrant, n'a pas d'extrant. Elle fait juste toujours faire la même chose de la même façon. Elle affiche son menu. Donc, vous avez des exemples ici. Ce n'est pas automatique que parce que ça retourne void, que ça ne prend pas de paramètres, puis si ça prend les paramètres, ça retourne quelque chose. Ce n'est pas obligé. Il pourrait y avoir une fonction qui aurait des paramètres et qui retournerait void. Ou une fonction qui retournerait quelque chose, mais qui n'aurait pas de paramètres, c'est possible aussi. Toutes les combinaisons sont possibles, ça dépend de ce qu'on veut faire. Donc ici, on a une fonction qui met un nombre au carré, une fonction qui élève un nombre à une puissance, puis une fonction qui affiche un menu. Bien, une procédure qui affiche un menu. Ce sont tous des sous-programmes et on a leur prototype ici. Donc, ce n'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Les prototypes, on déclare nos sous-programmes comme ça. Vous voyez qu'ils sont soulignés en vert ici par Visual Studio. Ça veut juste dire, je ne trouve pas la définition de ça. Tu as mis un prototype, puis il n'y a pas de définition. C'est normal, on ne l'a juste pas codé encore. On va y arriver. Lorsqu'on fait un appel de ces sous-programmes-là, on va tout simplement utiliser le nom de la fonction ou de la procédure et on va lui passer des valeurs entre les parenthèses à aller placer dans les paramètres. C'est exactement comme quand on appelait, rappelez-vous, quand on appelait la fonction, mettons, racine carrée, on pouvait dire quelle est la racine carrée de 22. Ou on pouvait utiliser, par exemple, une variable. On aurait pu avoir ici une variable n qui est égale à 22, puis on pouvait lui passer la valeur de n, si on voulait. Mais il fallait lui passer quelque chose entre les parenthèses pour lui dire « fais la racine carrée de ceci ». C'est exactement la même chose qu'on fait ici, excepté que là, on appelle nos propres fonctions. Donc, on dit le résultat va être égal à la fonction carrée à laquelle je passe le nombre 4. Je peux lui passer directement des nombres, je peux lui passer des variables, je peux lui passer des constantes qui contiennent des nombres. Ce qui est important, c'est que ça soit le bon type de données. Il s'attend à recevoir un entier. On ne peut pas lui passer du texte. Je ne peux pas lui écrire « Allô ». Il va me donner une erreur, ce n'est pas le bon type. Si je lui donne un nombre du mauvais type, je lui donne, mettons, 4.5F, je lui passe un float, ça ne provoquera pas d'erreur parce qu'il est capable de convertir un nombre d'un type à un autre type. Mais il va le convertir en entier, puis il va donc tronquer le décimal. Ça va fonctionner, mais ça n'utilisera pas réellement 4.5, ça va utiliser seulement 4. Donc, il s'attend à recevoir quelque chose du bon type ou d'un type qu'il peut utiliser pour convertir et obtenir le type qu'il a besoin. Ce qui est important lorsqu'on fait l'appel, c'est donc de lui passer les bons paramètres dans le bon ordre et ensuite de récupérer la valeur de retour. On sait que notre
fonction va retourner un entier, elle va nous retourner quelque chose, elle va nous retourner une réponse. Cette réponse-là, il faut la stocker quelque part, il faut en faire quelque chose. La grosse majorité du temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre dans une variable, tout simplement. On va dire le résultat est égal à la valeur de retour de la fonction carré. Donc, cette valeur-là va être placée dans la variable à cause de l'opérateur d'affectation qui est ici. On pourrait faire autre chose avec. On pourrait décider de ne pas le stocker dans une variable, puis de directement l'afficher comme ça ici. On le passe à cout qui va l'afficher. Ça marche aussi. C'est juste qu'une fois affiché, après, on n'a plus notre résultat en mémoire. Il a été oublié, mais ça peut être ça qu'on veut. On peut vouloir juste l'afficher puis c'est réglé. Mais bien souvent, on va préférer le mettre dans une variable pour si on en a besoin plus tard. On pourrait aussi le passer à une autre fonction. Je pourrais dire, je vais prendre mon carré qui est là et je vais le passer à la fonction racine carrée. Donc, je lui dis, appelle la fonction carré, passe-lui 4. Donc, fais le carré de 4. Et le résultat, ça sera le paramètre qu'on va passer à square root, qui va faire la racine carrée du résultat. Ça devrait nous redonner 4 normalement. Donc, la racine carrée du carré de 4. Évidemment, ça ne sert à rien. C'est juste pour vous montrer qu'on peut mettre un appel de fonction dans une autre fonction. Puis la fonction interne va être d'abord exécutée. Son résultat va être utilisé comme paramètre de la fonction externe. Et c'est très possible de faire ça. Donc, mettons qu'on garde ça simple, puis on y va comme ça. Mais on a notre appel de fonction. Qu'est-ce qui arrive si je veux faire un autre appel? Je vais appeler mes autres fonctions. Donc, mettons, je me fais résultat float, mettons. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici pour mon résultat float qui est là? Je vais appeler la fonction puissance. Si j'appelle la fonction puissance, elle a besoin de 2 paramètres. Puis regardez, quand j'ouvre les parenthèses, Visual Studio me l'indique ici, là, me remonte son prototype qui me dit un peu, voici ce qu'elle s'attend de recevoir. C'est pour ça que c'est utile de leur mettre des noms intelligents aux paramètres. Comme ça, on voit, OK, je veux une base puis un exposant. Si j'ai appelé mes paramètres x puis y, ça ne sera pas hyper parlant de qu'est-ce que je suis censé mettre là. Donc, une base qui doit être un float. Donc, je peux mettre le float que je veux. Je peux mettre un float comme ça, ou 5.1f, ou je peux mettre un entier, puis il va être transformé en float. Ça va fonctionner. Mais je dois passer la base en premier, puis l'exposant ensuite. Donc, mettons, on va mettre exposant 3. 5, exposant 3. J'appelle ma fonction comme ça. Donc là, les paramètres ici vont être passés à la fonction. La fonction va s'exécuter, va nous retourner un résultat qui, lui, va être placé dans ma variable ici. Puis après ça, ben, je pourrais, supposons, l'afficher aussi. Puis la fonction afficher menu, comment je fais pour l'appeler? Ben, c'est facile. Elle ne nous retourne rien, donc on n'a pas besoin de stocker un résultat quelque part. Et on n'a rien à lui passer. Donc, on va simplement l'appeler comme ça, en lui disant, voilà, j'appelle afficher menu ici, et je ne lui passe rien, mais notez que les parenthèses doivent être là. Si je ne mets pas les parenthèses, il va croire que ça, c'est une variable, puis ça ne fonctionnera pas. Après ça, ça ne compilera pas. Donc, je dois absolument lui mettre des parenthèses pour qu'il sache que ça, c'est un appel de fonction qui n'a tout simplement pas de paramètres. Et elle ne nous retourne rien. Ça, c'est les appels. Ce qui est très important de retenir, puis qui est souvent mélangeant quand on est programmeur débutant, c'est que les types de données comme int, float ou tous les autres, double, bool, peu importe ce qu'on veut utiliser, sont utilisés dans les prototypes, dans les déclarations, mais ne sont pas utilisés dans les appels. Lorsqu'on appelle la fonction et on ne met jamais nulle part, par exemple, on n'écrira pas ici float puissance. Ça ne marche pas. On va simplement dire j'appelle la fonction puissance. Je n'ai pas besoin de lui indiquer ceci est un float. Je n'ai pas à mettre, mettons, ça comme ça, float 5 suivi de int 3. On n'utilise jamais les types dans les appels de la même façon qu'on ne ferait jamais quelque chose comme ça, genre résultat est égal à int 4. On n'aurait jamais fait ça. Quand on place une valeur dans une variable, c'est une valeur, ce n'est pas une déclaration, elle n'a pas de type associé. C'est la même chose ici. Quand on appelle notre fonction, on n'utilise aucun type de données explicites dedans. On lui passe simplement des données qui sont des bons types. Les mots-clés des types comme float et int sont utilisés dans la déclaration. De la même façon que quand je déclare la variable, là, j'utilise son type.
Donc, il ne faut pas se mélanger. Lorsqu'on les déclare, on utilise les types de données pour définir qu'est-ce que c'est. On dit la fonction a deux paramètres, un float, un int. Là, c'est important à spécifier. Elle nous retourne un float, c'est important à spécifier, mais quand on l'appelle, on n'utilise pas ces mots-clés-là. Donc, ne vous mélangez pas. Donc là, pour l'instant, tout ça semble bien beau, mais les fonctions et notre procédure ici, ils ne sont pas définis. Comment ils font pour arriver au résultat qu'on veut qu'ils nous fournissent? Bien, c'est la troisième partie, c'est la définition ou l'implémentation. On va définir les fonctions et ce qu'on va faire lorsqu'on va les redéfinir, c'est qu'on va réécrire la même chose que le prototype, mais on ne mettra pas le point-virgule au bout. À la place, on va mettre des accolades pour ouvrir un bloc de code puis définir ici, voici la fonction carré va avoir un corps, va avoir du code qui va être exécuté lorsqu'on va l'appeler. Puis là, bien, on va coder ce petit programme-là. C'est un petit programme en soi qui a reçu un nombre et qui doit retourner un autre nombre. Qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va lui déclarer ses propres variables à l'intérieur, des variables qui n'appartiennent qu'à la fonction carré. Puis, on va dire, par exemple, résultat est égal à nombre fois nombre. Donc, elle va tout simplement, elle s'est faite sa propre variable. Elle a fait un calcul, elle a mis le résultat dedans. Puis après ça, il va nous rester à retourner le résultat à l'appelant. Notez, avant qu'on arrive là, que j'ai utilisé ici, et c'est volontaire, une variable qui s'appelle résultat, de la même façon que celle-ci s'appelle résultat. Mais ce sont deux variables différentes parce qu'elles ne sont pas déclarées au même endroit. Cette variable-là est déclarée à l'intérieur de carré. Celle-là est déclarée à l'intérieur du main. Ils ont beau avoir le même nom, ce sont deux variables différentes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Si on modifie quelque chose ici, ça ne modifie pas celle-là. Donc ça, c'est très important de se rappeler de ça. On peut les appeler avec le même nom, on peut les appeler avec des noms différents, mais c'est des variables différentes. L'analogie que j'utilise tout le temps, c'est que c'est fort possible que vous connaissiez deux Alexandre, par exemple, dans votre vie. Vous avez, mettons, un cousin Alexandre, puis un ami qui s'appelle aussi Alexandre. Ça ne vous arrivera jamais de mélanger les deux, puis de penser que parce que vous avez dit quelque chose à votre cousin, que votre ami le sait, parce que lui ici, il s'appelle Alexandre. Donc, évidemment, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est deux personnes qui ont le même nom, mais qui habitent à deux endroits différents et qui ont deux vies différentes. Bien, c'est la même chose pour nos variables. Ce n'est pas parce qu'elles ont le même nom que c'est la même variable. Il ne faut pas mélanger ça. Si tout ça, ça vous mélange, rien ne vous empêche de donner un nom différent à la variable. Pour être clair dans votre tête que ce n'est pas la même, mais il n'y a aucun problème à utiliser la même variable. Il faut tout de suite s'habituer à faire la distinction. Donc, une fois qu'on a calculé notre carré, c'est simple, elle fait juste multiplier le nombre qu'elle a reçu par lui-même. Donc, le paramètre qui est là, on peut donc l'utiliser comme on veut. C'est comme une autre variable. La seule affaire qui est différente d'une variable comme celle-ci, c'est que celle-là va avoir reçu une valeur lorsqu'on a appelé la fonction. Quand j'appelle ma fonction carré, le 4 que j'ai mis ici entre les parenthèses va être envoyé et copié dans la variable nombre. Ce qui fait que lorsqu'on arrive ici dans le corps de la fonction, la variable nombre contient déjà une valeur. Et je peux m'en servir si je veux. Il va prendre la valeur fois la valeur, mettre ça dans A. Et ce qui va nous rester, c'est d'utiliser le mot-clé return pour retourner un résultat. Je retourne quoi? Je retourne le contenu de R. R qui est la variable qui contient le résultat. C'est très important que ce que je retourne soit du bon type. La fonction retourne un int, je vais retourner un int. R est un int, ça marche. Encore une fois, c'est possible de retourner quelque chose du mauvais type si le compilateur est capable de convertir d'un à l'autre par lui-même, mais c'est possible qu'en faisant ça, il tronque la donnée puis qu'on perde quelque chose, donc c'est généralement pas une très bonne idée. Mieux vaut s'assurer de retourner la bonne affaire. Donc voilà, ma fonction carré existe. Elle retourne le résultat qu'elle a calculé ici. Donc la fonction carré en soi est un petit programme qui a son intrant, son extrant, puis son corps, son traitement à elle. Comment on ferait par exemple la fonction puissance? Et finalement, la plus simple de toutes, afficher le menu. Comment on fait ça? Bien, ça va être vraiment facile parce qu'elle ne nous retourne rien, donc il n'y aura pas de return. Elle va tout simplement faire des cout en écrivant menu. Puis là, ben, elle affiche ses affaires.
Donc, supposons, on va mettre quelques lignes. Mettons que ça serait un menu ici. On écrirait différentes options. Blablabla. Bla, bla, bla. C'est terminé. Donc, ce sous-programme-là, c'est une procédure. Elle ne retourne rien. Elle ne fait que toujours afficher la même chose. À chaque fois qu'on l'appelle, elle affiche la même chose. Il n'y a rien qui change. Elle n'a pas de paramètres. Elle ne retourne rien. À quoi ça sert de faire ça? Pourquoi je n'aurais pas mis les cout directement ici? Ben, j'aurais pu, effectivement. Puis c'est la même chose pour toutes les fonctions. J'aurais pu mettre le code de la fonction directement dans le main. Sauf que si j'ai à l'appeler plusieurs fois, ben, c'est beaucoup de copier-coller. Puis si mon menu change, il faut que je le change à tous ces endroits-là. C'est beaucoup plus simple de le changer dans une procédure. Puis à chaque fois que je l'appelle, ça va être appelé, puis ça va se faire. Est-ce que ça fonctionne, ça? C'est ce qu'on va voir. On compile et on exécute. On va voir notre résultat. Alors voilà, j'ai le résultat de mon carré de 4, c'est 16. 5 exposant 3, c'est 125. Puis ensuite, j'ai mon menu qui a été affiché. Donc, ce qui reste maintenant à bien comprendre, c'est la mécanique. Comment ça se passe à l'intérieur du code. Où vont les valeurs, comment les paramètres se rendent jusqu'aux fonctions, comment les valeurs de retour sont passées. Vous allez voir, on a une petite animation à l'intérieur de notre présentation PowerPoint qui va vous montrer comment ça se passe. Donc, à la base ici, si je suis dans le main, je mets 1 dans la variable A, puis ensuite je mets 2 dans la variable B. Donc, le 2 va aller se copier ici. Ensuite, je mets 0 dans la variable C. Donc, j'ai tout simplement mis des valeurs dans mes variables. Lorsque j'appelle la fonction, je lui passe A et B. Ce sont les valeurs de A et de B qui vont être copiées dans les deux paramètres D et E qui appartiennent à la fonction. Et ensuite, l'exécution va se poursuivre ici. Je vais faire D plus E. Le résultat va être placé dans F. Et ce F-là va être retourné. Une copie du F va être faite pour être placé dans la variable C. Donc, ça va fonctionner comme ça en loop. Donc, vous allez pouvoir le revoir. Ce qui est important de comprendre, c'est que lorsque j'appelle une fonction, les variables que je mets ici, c'est simplement une copie de la valeur qu'elles contiennent qui va être faite. Donc, la valeur qui est dans A va aller se copier dans le paramètre correspondant, le premier paramètre qui est D, et le B, sa valeur va être copiée dans E parce que c'est le deuxième paramètre. Donc, ils vont être copiés dans l'ordre. Ensuite, l'exécution va passer dans le corps de la fonction qui va faire tout son traitement. Et lorsqu'il y a un return qui est fait, c'est une copie de la valeur qui va être envoyée au main et qui va être placée dans la variable, ici par exemple dans C, ou sinon envoyée à l'écran si elle est placée directement dans un cout ou envoyée à une autre fonction si c'est un appel de fonction dans un autre appel de fonction. Donc, c'est toujours comme ça que ça se passe. Les valeurs des variables sont copiées dans les paramètres. Les paramètres qui sont là sont donc des variables locales à la fonction, mais elles sont spéciales parce que dès qu'on entre dans le corps, elles contiennent déjà des valeurs qu'on leur a copiées précédemment. Et lorsqu'on retourne F, ce n'est pas F qui est retourné, c'est le contenu de F qui est retourné et qui est copié dans une variable locale au main. Comme je vous disais tout à l'heure, les variables qui font partie du main sont complètement indépendantes des variables qui font partie de la fonction. Si elles avaient le même nom, ça fonctionnerait quand même. Ça serait des variables différentes. Lorsqu'on utilise une variable, on peut seulement utiliser une variable qui est locale à l'endroit où on est. La seule façon de pouvoir s'échanger de l'information, c'est comme ça. Voilà. Vous pouvez vous convaincre de comment tout ça fonctionne en utilisant le débugger, en mettant un point d'arrêt dans votre code et en l'exécutant. Et c'est là que le débugger va pouvoir fonctionner avec un pas à pas détaillé ou un pas à pas principal. Rappelez-vous de ça, on en avait parlé. Le pas à pas principal reste dans le main. Le pas à pas détaillé, lui, entre dans le code des fonctions. Donc, lorsque j'exécute avec F5, après avoir mis un point d'arrêt, mon programme est mis à pause ici. Et là, je vois en bas les variables locales. Résultat et résultat F contiennent des gros nombres par rapport, c'est parce qu'ils n'ont pas encore été affectés. Donc, il n'y a aucune valeur dedans. C'est des valeurs aléatoires qui sont placées là. Si je fais F10 pour faire des pas à pas principales, je vais lui dire, fais le carré de 4, mais là, dans le résultat, hop, mon résultat est rendu 16.
Et la puissance, appel puissance 5 à la 3, hop, mon résultat ici, F est rendu 125. Puis là, après ça, ben, il fait l'affichage, puis après, il affiche le menu. Donc, ça s'est passé une étape à la fois, puis si je regarde ma console, je vois le résultat qui est là. Si je fais plutôt du pas à pas détaillé avec F11, je vais lui faire entrer dans le code de la fonction. Donc ici, je suis sur la fonction carré. La prochaine ligne qui va être exécutée, c'est celle-là. Si je fais F11, je me retrouve dans le corps de la fonction carré et la valeur de nombre, c'est 4. Vous voyez, le 4 a été passé, a été copié dans la valeur de nombre. Et vous voyez, les variables locales, c'est quoi? Bien, maintenant, les variables locales, c'est nombre et R. Ce n'est plus résultat et résultat F qui sont affichés parce qu'on vient de changer de fonction. On n'est plus dans le main, on est dans le carré. Donc, le carré a ses propres variables locales. Bien à lui, il ne voit pas les variables de l'autre. Puis là, ben, si on fait des F11 ou F10, ici, ça ne change rien. Donc, il fait le calcul. Il retourne R. Si on fait un pas de plus, on sort de la fonction. Et là, vous voyez, carré retourné, la valeur est 16. Donc, c'est 16 qui a été retourné. Elle n'est pas encore placée dans le résultat. La prochaine étape, ça va être de faire l'affectation. Si on fait un pas de plus, ce 16-là est copié dans le résultat. Puis ici, même principe. 5 exposant 3, je fais F11, j'entre dans le code de puissance. Base a pris la valeur 5 et exposant a pris la valeur 3. Puis là, j'avance ici. Est-ce que l'exposant est 0? Non. Donc, je vais mettre 5 dans résultat. Ensuite, I est égal à 2. I est plus petit que 3, plus petit ou égal à 3. Donc, je vais entrer dans la fonction et je vais dire 5 est égal à 5 fois 5. Et ensuite, je vais le refaire une deuxième fois. Et puis là, mon nombre est rendu 125. Je sors de la fonction, de la boucle, pardon. J'ai terminé. Mon résultat 125 va être retourné. Je viens de remarquer que j'ai utilisé un int pour mon résultat, alors que ça aurait dû être un float. Ça, c'est une erreur que j'ai faite. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, vous, à la maison. Je pourrais le corriger après. Tout ce que ça fait, en fait, c'est que ça va fonctionner quand même. Tout va être converti, mais c'est qu'on va perdre les décimales. Puis finalement, ben, les nombres décimaux vont être tronqués. Donc, ça ne serait pas une très bonne idée. Ensuite, je fais les cout. Et puis, afficher menu, lorsque je fais afficher menu, si je fais un F11, il va simplement sauter là. Il n'y a rien qui a été copié nulle part. Il n'y a pas de paramètres. Il va afficher ces trucs-là. Oups, ça c'est ce qui arrive lorsqu'on fait un F11 dans un cout. On rentre dans le code de cout. On peut faire majuscule F11 pour faire un pas à pas sortant et revenir à la plan. Puis là, on avance avec des F10 plutôt. Hop, on revient ici. Voilà. Donc, je vais corriger ici tout de suite. Il aurait simplement fallu que je mette ça comme ça. Le résultat aurait été un float. Donc voilà, si vous avez de la difficulté à voir ce qui se passe, puis c'est normal au début, ne vous gênez pas pour utiliser des points d'arrêt et aller vérifier ce qui se passe à l'intérieur de votre code pour devenir à l'aise avec la mécanique. Donc maintenant, vous allez pouvoir aller essayer les exercices. Évidemment, les exercices commencent par des fonctions extrêmement simples, puis on va complexifier ça au fur et à mesure qu'on avance.